Vous écoutez On lit pour vous. Des éléphants sans défense. Un texte de la rédaction paru le 15 décembre 2021 dans Québec Science. L'éléphant de savane en Afrique a évolué à la vitesse grand V depuis la fin des années 70 et l'humain en serait le principal responsable. Si un jour vous faites un safari photo en Afrique, vous pourriez bien voir des éléphants dépourvus de défense. Alors que le processus d'évolution agit normalement sur des dizaines voire des centaines de générations, la pression imposée par le braconnage en Afrique semble avoir favorisé la sélection de femelles dépourvues de défense au sein des populations d'éléphants en seulement 15 ans. Pour en arriver à cette conclusion, des chercheurs ont étudié le patrimoine génétique de 18 femelles dans le parc national Gorongosa, au Mozambique. Théâtre d'une guerre civile entre 1977 et 1992, la région était toute désignée pour leur étude. Les éléphants y ont été impitoyablement chassés pour l'ivoire de leur défense, vendus sur le marché noir afin de financer les conflits armés. À l'issue de cette guerre, plus de 90% des éléphants de la région avaient été massacrés, la population passant de 2000 à 200 individus. Et parmi les femelles survivantes, la moitié était dépourvue de défense. Logique, ces femelles ne valant rien aux yeux des braconniers, ils ne les ont pas chassées. Dans la population actuelle des éléphants de savane, ce biais est maintenant évident. 33% des 91 femelles nées après la guerre n'ont pas de défense, alors que cette proportion n'était que de 18,5% avant la guerre. Mais pourquoi seulement des femelles ? Dans leur étude, les chercheurs ont constaté que la mutation à l'origine de la perte des défenses se situe sur le chromosome sexuel X et que lorsque ce chromosome muté est transmis à un descendant mâle, il est fatal pour l'embryon qui ne survit pas. Voilà pourquoi les scientifiques n'ont observé que des femelles dépourvues de défense. La cause exacte de la létalité chez les mâles n'a pas été élucidée par l'étude. Tu te dis peut-être que si les femelles n'ont plus de défense, tant mieux, cela les protège du braconnage. Mais cette évolution rapide n'est pas nécessairement une bonne chose. D'abord, comme la mutation est fatale pour les embryons mâles, sa présence plus fréquente dans la population mène à une baisse générale des naissances et à un déséquilibre des sexes. Il naît plus de femelles que de mâles. Ensuite, les éléphants de savane sont de véritables ingénieurs de l'environnement. Sans leur défense, ils ne remuent plus le sol et ne se nourrissent pas des mêmes choses, ce qui peut mener à de profonds changements de l'écosystème. C'était Des éléphants sans défense, un texte de la rédaction paru le 15 décembre 2021 dans Québec Science. Le Club des centenaires. Un texte d'El Magny, paru le 10 juillet 2026 dans Urbania. Le stimé, le bagel, le tour du chapeau, tous sont si ancrés dans le paysage montréalais qu'on oublie souvent les gens à qui nous les devons. Une tendance qui s'explique sans doute par le fait qu'ils ont vu le jour dans des endroits qui existent depuis si longtemps que leur impact sur la ville est intemporel. Par exemple, pensez au propriétaire de la boutique de chapeaux Henri, Jean-Maurice Lefebvre. À partir de 1947, il s'est mis à traverser la patinoire du Forum afin de remettre un chapeau flambant neuf à tout joueur ayant marqué 3 buts pendant un match. L'expression « faire un tour du chapeau » provient donc d'une petite boutique de la rue Sainte-Catherine qui a ouvert ses portes en 1932 et est toujours en opération aujourd'hui. D'ailleurs, la tradition se maintient pour tout joueur du Canadien qui réalise l'exploit. Entre-temps, des générations de Montréalais ont prononcé cette phrase, en ignorant sans doute son lieu d'origine. Ces institutions sont toutefois en danger. Une hausse de loyer, un incendie, une pandémie, une année chiche. Chacune d'entre elles a dû faire face à l'un de ces fléaux et y a survécu. On peut donc dire qu'elles ne se sont pas contentées de survivre à l'épreuve du temps. Comme Jerry Boulet le chantait, elles sont toujours vivantes.
le Montréal Pool Room n'a pas de table de poule. C'est en 1912 que Filipov Dakov, un immigrant bulgare, ouvre le Montréal Pool Room sur le boulevard Saint-Laurent, tout près du futur Red Light montréalais. Personne ne se rappelle à quel moment les tables de billard ont disparu. Quelque part dans les années 70, mais le stimé, lui, est toujours là. Argent comptant seulement. Des places au comptoir et une rotation de 3 employés qui y travaillent depuis près de 30 ans. Spiro Goulakos a repris les rênes de l'établissement en 2021, 2 ans après que son père, Socrate, en soit devenu propriétaire. Humble, Goulakos sait exactement à qui il doit la pérennité du Pool Room. Les employés sont le cœur de l'endroit. Chaque fois que j'ai une idée, ils doivent l'approuver. La formule est simple. Beaucoup de constance, pas trop de flafla. On n'a rien de spécial à offrir, lance Goulakos. C'est la base et ça marche. Fait à la main depuis 1919. Fraîchement débarqué de Russie, Isador Schalfman a ouvert à Montréal en 1919 la toute première fabrique de bagels, Bagel Fairmount, et par le fait même l'un des piliers de notre gastronomie. L'automation n'y a toutefois jamais mis les pieds. Les bagels sont encore faits à la main et cuits dans des fours à bois. Pour l'anecdote, le bagel au sésame a été inventé en raison d'un client âgé s'étant plaint des graines de pavot qui se coinçaient dans son dentier. Les petits-enfants de Schalfman, Erwin et Rhonda, ont repris l'entreprise familiale alors qu'ils avaient la vingtaine. Autour de nous, tout a changé. Mais nous, on est restés pareils, affirme Erwin. Il faudrait nous cloner, dit-il à la blague, quand on lui demande ce que ça prendrait pour que Bagel Fairmount demeure pour un autre siècle. On est la 3e génération, et c'est quelque chose de rare. On verra bien. En face, ils ont ouvert un petit café où un mur est couvert de photos retraçant l'histoire familiale de l'entreprise et celle de ses employés. Souvent, eux aussi sont issus de l'immigration. Avant que la pandémie n'impose un couvre-feu en 2020, Bagel Fairmount n'avait jamais verrouillé ses portes. Jamais depuis 1980, soit le moment où ces portes de bois d'origine ont dû être remplacées. À l'époque, quand le menuisier avait demandé au père d'Erwin où poser le verrou, ce dernier s'était contenté de lui répondre que ce n'était pas nécessaire, ils étaient déjà ouverts 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Oui, la taille est importante. C'est en 1925 que Jenny et Max Grover ont ouvert une boutique de vêtements pour hommes dans Verdun. Leur petit-fils, Kenny, avait étudié en comptabilité à McGill, détestait sa job de bureau et aidait son père à la boutique pendant ses vacances. Puis, par un beau mois de janvier, il a décidé qu'il ne partirait plus. Après avoir vu 8 boutiques similaires sur la rue Wellington fermer leurs portes, il avait compris pourquoi la leur n'avait pas connu le même sort. Leur taille plus grande figurait parmi leurs meilleurs vendeurs. Décidant de mettre l'accent sur les tailles plus larges, Kenny a racheté la bâtisse, a maintenu l'entreprise à flot et s'occupe lui-même des ajustements. « Je ne laisse aucun de mes clients sortir en ayant l'air de porter des pantalons ayant appartenu à leur père, dit-il non sans fierté. Quand les choses vont mal et que les autres entreprises essuient des pertes de 30%, on n'est jamais touché. Kenny entrevoit son entreprise comme une pyramide. Chaque génération y ajoute une couche encore plus solide que la précédente. Son fils Jacob travaille à la boutique depuis maintenant 4 ans. Il a pour mandat de s'occuper de leur vente en ligne et de bâtir leur présence sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, plusieurs clients le reconnaissent en pénétrant dans la boutique. « Hey, t'es le gars des vidéos! » Pour rebondir sur son père, Jacob ajoute
Chaque génération ne nous rapproche pas du sommet. Plutôt, elle contribue à rendre l'entreprise encore plus solide pour que les prochaines puissent y bâtir quelque chose à leur tour. Vous écoutez Le Club des Centenaires, un texte d'Elie Magny, paru le 10 juillet 2026 dans Urbania. Ici, on ne parle pas de chiffres. C'est après avoir émigré de Roumanie en 1924 que Charles Stroll a ouvert la boutique Pantalon Supérieur sur la rue Sainte-Catherine. Aujourd'hui, c'est Mitch, son arrière-petit-fils, qui gère l'endroit, une 4e génération à reprendre les rênes de l'entreprise familiale. Un coup d'œil lui suffit pour savoir exactement quelle taille il vous faut. J'aime bien montrer mes connaissances, mon savoir-faire, mon art, confie-t-il. Personne n'aime parler de chiffres et de grandeur. Je veux que mes clients repartent en sentant qu'on a bien pris soin d'eux. Plus jeune, il a tenté de protester contre l'approche antipublicitaire de son grand-père, qui avait répliqué « J'ai 65 ans, et tu vas me dire comment gérer mon entreprise? » Disons que Mitch avait rapidement pris son trou. Malheureusement, Mitch sera le dernier de sa lignée. Ses enfants ont préféré des carrières en sciences et en médecine, ce qu'ils ne voient pas nécessairement d'un mauvais œil. Ils sont beaucoup plus intelligents et motivés que je ne l'ai jamais été. Je suis ici pour m'assurer qu'ils puissent se rendre là où ils le veulent. Le gars qui sait tout. Depuis qu'il est tout petit, Robert Lavoie a travaillé pour la quincaillerie familiale sur la rue Centre. Son grand-père avait acheté la bâtisse en 1921 pour un montant qui représentait alors une véritable fortune, 700 $. Aujourd'hui, les bons de commande sont encore rédigés à la main et Lavoie conserve un Rolodex de toutes les couleurs de peinture achetées par ses clients. Il répare même les grilles peints. Le quartier raconte toutefois une histoire bien différente. Pointe-Saint-Charles s'est embourgeoisé avec ses tours à condos et un Dolorama qui a ouvert juste en face. Mais les clients sont toujours là. Dans les grosses chaînes, on ne vous donne pas d'informations. Les clients voient quelque chose sur les tablettes, se disent que c'est ce que ça leur prend et repartent avec. À la quincaillerie Lavoie, les clients attendent leur tour au comptoir et un employé prend le temps de les conseiller en fonction de leurs besoins. C'est une question de proximité. C'est quelque chose qui ne se fait plus. Aussi membre du club, l'Auberge Saint-Gabriel, 1914. Bâtie par un soldat français en 1668, il s'agit de la première auberge en Amérique du Nord à avoir obtenu un permis de vente d'alcool en 1754. Elle avait suspendu ses activités avant sa réouverture en 1914. À ce jour, il s'agit de l'un des plus vieux restaurants encore en opération au Canada qui sert tour à tour de restaurant et de salle de spectacle. Blater & Blater, 1907. Un fabricant de pipes s'étant déplacé de Londres vers l'Afrique du Sud avant d'atterrir à Montréal, plus précisément sur la rue Sainte-Catherine, en 1907. 3 générations plus tard, leurs pipes sont toujours fabriquées à la main. Layton Audio, 1887. Alors que le piano était la seule source de divertissement audio à domicile, 2 frères ont ouvert à Montréal le tout premier commerce entièrement consacré au système de son. 140 ans plus tard, ça sonne toujours aussi bien. Adams Printing and Engraving, 1850. Francis Adams a commencé à graver des bijoux et de l'argenterie à Montréal en 1850, avant la Confédération. C'est aujourd'hui le plus ancien et le plus important producteur de papeterie gravée au Canada. Ponton Costume, 1865. Après avoir fait faillite, une compagnie de théâtre française a vendu l'entièreté de son costumier à un barbier et perruquier montréalais, Joseph Ponton, pour se payer un billet leur permettant de rentrer chez eux par bateau.
La boutique est désormais établie dans Hochelaga Maisonneuve et son inventaire compte près de 15 000 costumes. Chez Nick, 1920. En 1920, l'immigrant grec Nick Alevizatos a ouvert chez Nick, un petit bistrot sur l'avenue Westmount. Aujourd'hui, un ancien plongeur a racheté l'établissement qui demeure un incontournable de l'arrondissement. Schwartz, 1928. Reuben Schwartz, un immigrant roumain juif, a ouvert son fameux délit sur le boulevard Saint-Laurent en 1928. La viande est toujours préparée selon la recette traditionnelle, soit marinée pendant 10 jours, fumée toute la nuit et tranchée à la main. Dilalo Burger, 1929. Cuit sur les mêmes poêles conçus par Luigi Dilalo, après avoir immigré d'Italie, chaque burger est toujours préparé selon la recette familiale. L'établissement est un pilier de Villemar depuis 4 générations. Schrader, 1928. Joseph Schrader a quitté la Roumanie à 23 ans pour s'établir à Montréal. Depuis 3 générations, sa boutique du Plateau offre un service exceptionnel et des articles de qualité. Le chanteur Leonard Cohen, un client régulier, habitait juste en face. D'ailleurs, on y vend toujours ses pantoufles préférées. Demandez les Regal en velours. C'était Le Club des Centenaires, un texte d'Élie Magny, paru le 10 juillet 2026 dans Urbania. Pourquoi un chat âgé qui arrête soudainement de faire sa toilette doit-il vous alerter immédiatement? Un texte d'Amine Agounaou, paru le 31 juillet 2026 dans Futura Science. Chez le chat, la toilette est bien plus qu'une simple habitude destinée à maintenir le pelage propre. Ce rituel occupe une place importante dans son quotidien et peut représenter plusieurs heures d'activité chaque jour. Un chat qui cesse brutalement de se lécher alors qu'il effectuait auparavant sa toilette avec régularité peut donc manifester un changement dans son état de santé ou dans son bien-être général. Ce comportement mérite une attention particulière lorsqu'il apparaît chez un animal âgé. Avec le vieillissement, certaines maladies deviennent plus fréquentes et peuvent rendre la toilette douloureuse ou physiquement difficile. Une diminution soudaine du toilettage ne signifie pas nécessairement qu'une affection grave est présente, mais elle constitue un signal qui justifie une observation attentive et, si le changement persiste, un avis vétérinaire. La toilette est une activité essentielle pour le chat. Le chat passe naturellement une partie importante de son temps à entretenir son pelage. En se léchant, il élimine les poussières, les poils morts et certaines substances qui se déposent sur son corps. La toilette contribue également à répartir les sécrétions naturelles produites par la peau sur l'ensemble du pelage. Elle participe ainsi au maintien de ses propriétés protectrices. Ce comportement est tellement ancré dans les habitudes du chat qu'une interruption nette est généralement visible. Le pelage peut rapidement devenir plus terne, gras ou emmêlé, surtout chez les animaux à poils longs. Pourquoi un chat âgé peut-il avoir du mal à se toiletter? La première explication à envisager chez un chat senior est la difficulté physique. Avec l'âge, la mobilité peut diminuer et certains mouvements deviennent plus pénibles. Pour mieux comprendre à quel stade de vie correspond votre chat, il est utile de savoir que les premières pathologies liées au vieillissement apparaissent généralement autour de 10 ans. Pour atteindre certaines zones de son corps, un chat doit pourtant être capable de se contorsionner, de se pencher ou de maintenir certaines positions pendant plusieurs minutes. Des douleurs articulaires peuvent rendre ces mouvements inconfortables et l'amener progressivement à réduire ses séances de toilette. Une étude publiée dans le guide d'International Cat Care consacré à l'arthrose chez le chat souligne notamment que les difficultés à se toiletter peuvent faire partie des changements comportementaux
observée chez les chats souffrant de problèmes articulaires. L'arthrose est une cause fréquente chez les chats âgés. L'arthrose peut toucher les chats vieillissants et entraîner une diminution progressive de leur mobilité. Le problème est que les signes sont parfois très discrets. Un chat qui souffre ne va pas nécessairement boiter ou miauler de douleur. Il peut simplement modifier ses habitudes, sauter moins souvent, éviter les escaliers, dormir davantage ou ne plus accéder facilement à certaines zones de son corps pour faire sa toilette. Des chercheurs ont même conçu un test en 6 questions pour aider les propriétaires à détecter une éventuelle arthrite chez leur animal. Lorsque le toilettage devient difficile, les conséquences peuvent apparaître rapidement sur le pelage, notamment autour du dos, des hanches ou de l'arrière-train. Une douleur ailleurs dans le corps peut aussi expliquer ce changement. La diminution de la toilette n'est pas forcément liée aux articulations. Une douleur dentaire, une affection cutanée ou une autre maladie peuvent également modifier le comportement d'un chat. Dans certains cas, l'animal peut même continuer à se toiletter, mais éviter certaines zones douloureuses. Il peut alors se lécher excessivement à un endroit précis, tout en négligeant le reste de son corps. Le changement de comportement doit donc être observé dans son ensemble plutôt que considéré comme un symptôme isolé. Le surpoids peut rendre la toilette plus difficile. Un chat en surpoids peut rencontrer des difficultés à atteindre certaines parties de son corps. La graisse abdominale et la diminution de la souplesse peuvent limiter son amplitude de mouvement. Le chat peut alors délaisser progressivement certaines zones, notamment le dos et l'arrière du dos. Le pelage devient plus facilement gras ou emmêlé et peut accumuler des débris. Chez un chat âgé, une prise de poids récente doit également attirer l'attention, car elle peut être liée à une baisse d'activité ou à un changement dans son alimentation. Le pelage peut révéler qu'un problème s'installe. Un chat qui ne fait plus correctement sa toilette présente souvent des modifications visibles du pelage. Celui-ci peut perdre son aspect lisse et brillant, devenir gras ou former des nœuds. Dans les cas les plus avancés, des bourres de poils peuvent apparaître et tirer sur la peau, provoquant à leur tour de l'inconfort. Un cercle vicieux peut alors s'installer. Le chat évite de se toiletter parce qu'il ressent une gêne, tandis que le mauvais état du pelage augmente encore cette gêne. Un changement soudain est plus préoccupant qu'une baisse progressive. Il est normal que le comportement d'un chat évolue avec l'âge. Un animal senior peut être moins actif et passer davantage de temps à dormir. En revanche, une modification brutale de ses habitudes mérite davantage d'attention. Si un chat qui se toilettait normalement cesse soudainement de le faire, il est important de rechercher d'autres signes associés. Baisse d'appétit, perte de poids, changement de comportement, difficulté à se déplacer, augmentation de la soif ou modification de l'utilisation de la litière. Ces changements peuvent également être le signe d'un déclin cognitif dont les manifestations ressemblent parfois à celles observées chez les humains atteints de démence. L'association de plusieurs changements est particulièrement importante à signaler aux vétérinaires. Une maladie générale peut-elle être en cause? Oui. Les chats âgés sont souvent davantage exposés à certaines maladies chroniques, notamment les affections rénales, hormonales ou métaboliques. Ces problèmes peuvent provoquer une fatigue générale ou une diminution de l'activité qui se répercute sur les comportements habituels. Il est d'ailleurs à noter que 80% des chats de plus de 15 ans souffrent d'insuffisance rénale chronique, une maladie dont la fatigue est l'un des premiers signes perceptibles. Le chat peut alors consacrer moins de temps à sa toilette, non pas parce qu'il ne souhaite plus prendre soin de son pelage, mais parce qu'il manque d'énergie ou se sent moins bien. La perte d'intérêt pour la toilette doit donc être considérée comme un élément parmi d'autres dans l'évaluation de l'état général de l'animal. Faut-il attendre plusieurs jours avant de consulter? Il n'est pas nécessaire de paniquer à la moindre modification. Un chat peut temporairement modifier ses habitudes après un événement stressant ou un changement dans son environnement. En revanche, lorsqu'un chat âgé arrête soudainement de faire sa toilette et que le comportement persiste, une consultation vétérinaire est recommandée.
Une prise en charge précoce permet notamment d'identifier une éventuelle douleur ou maladie avant que le problème ne s'aggrave. La rapidité de la consultation dépend également des symptômes associés. Une absence de toilette accompagnée d'une perte d'appétit importante, d'une grande faiblesse ou de difficultés respiratoires doit notamment être considérée comme une situation nécessitant un avis vétérinaire rapide. Comment aider un chat âgé qui ne parvient plus à se toiletter? En attendant l'avis du vétérinaire ou en complément d'un traitement, il est possible d'aider doucement le chat à entretenir son pelage. Un brossage régulier peut retirer les poils morts et limiter la formation de nœuds. Il est toutefois préférable de rester délicat, surtout si l'animal souffre de douleurs articulaires. Un brossage trop énergique ou l'utilisation d'une brosse inadaptée peut provoquer de l'inconfort. Si des nœuds importants sont déjà présents, mieux vaut demander conseil à un professionnel plutôt que de tenter de les couper soi-même avec des ciseaux au risque de blesser accidentellement la peau. Un environnement adapté peut également faciliter ces déplacements. Un chat âgé qui souffre de raideur ou de douleur peut avoir besoin d'un environnement plus accessible. Installer ses gamelles, son couchage et sa litière dans des endroits facilement accessibles peut réduire les déplacements inutiles. Des rampes ou des marches intermédiaires peuvent également aider certains chats à accéder à leurs endroits préférés sans avoir à effectuer de grands sauts. Ces aménagements ne remplacent évidemment pas un diagnostic vétérinaire, mais ils peuvent améliorer le confort quotidien d'un animal vieillissant. Un comportement banal en apparence qui peut cacher un problème. Chez un chat âgé, l'arrêt soudain de la toilette ne doit pas être considéré comme une simple conséquence normale du vieillissement. Il peut révéler une douleur, une perte de mobilité, un surpoids ou une maladie générale qui mérite d'être identifiée. Le toilettage constitue ainsi un véritable indicateur du bien-être du chat. Observer régulièrement son pelage et ses habitudes permet de détecter plus rapidement les changements inhabituels. Lorsqu'un animal qui prenait auparavant soin de lui cesse brutalement de le faire, ce changement constitue un signal à prendre au sérieux, particulièrement s'il s'accompagne d'autres modifications du comportement ou de l'état général. C'était « Pourquoi un chat âgé qui arrête soudainement de faire sa toilette doit-il vous alerter immédiatement ?» Un texte d'Amine Agounaou paru le 31 juillet 2026 dans Futura Science.